Il existe dans le monde un murmure que très peu entendent, un courant silencieux qui traverse les relations humaines, les décisions financières, les opportunités, les succès et les échecs. Un murmure qui ne se révèle qu'à ceux qui savent écouter avec autre chose que leurs oreilles. Certains l'appellent intuition, d'autres stratégie, d'autres encore destin. Mais au fond, c'est simplement la présence de règles invisibles, anciennes comme le monde, qui gouvernent en profondeur les dynamiques sociales et financières. Ce sont ces règles que personne n'enseigne à l'école, que les familles ignorent souvent, que les livres traditionnels n'expliquent qu'à moitié, et que pourtant les personnes les plus influentes du monde ont appris à reconnaître, à sentir, à apprivoiser. Comprendre ce jeu, c'est changer sa trajectoire. L'ignorer, c'est avancer dans la vie avec les yeux bandés, espérant un miracle dans un système conçu pour récompenser ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. Je me souviens d'un moment précis de ma vie, un de ces instants discrets qui semblent insignifiants, mais qui vous réveillent comme une lumière douce dans une pièce sombre. C'était un soir où je m'interrogeais sur les raisons pour lesquelles certaines personnes, pourtant ni plus intelligentes, ni plus talentueuses que d'autres, semblaient attirer les opportunités financières et sociales, comme si l'univers lui-même conspirait pour les favoriser. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était simplement de la chance, un hasard bienveillant, mais ce soir-là, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas de la chance, c'était de la compréhension. Ces gens connaissaient un langage invisible que moi, je n'avais jamais appris. Pas un langage parlé, mais un ensemble de principes silencieux, de lois subtiles, de codes énergétiques presque imperceptibles. Ce fut un choc, presque une révélation spirituelle. J'ai ressenti à la fois une certaine tristesse d'avoir vécu si longtemps dans l'ignorance et un immense soulagement d'avoir enfin trouvé la porte d'entrée vers ce savoir caché. Depuis ce jour, j'ai commencé à observer différemment les comportements, les gestes minuscules, les décisions financières, les dynamiques de groupe, les flux d'argent, les alliances, les ruptures, les élévations soudaines et les chutes brutales. Peu à peu, j'ai vu apparaître des motifs récurrents, des structures répétitives, comme si le monde obéissait à une architecture secrète, et plus je regardais, plus je comprenais que rien n'est vraiment dû au hasard. Les réussites sociales suivent des règles, les ascensions financières suivent des règles. Même la manière dont une porte s'ouvre dans la vie d'une personne, une rencontre, une opportunité, un soutien inattendu, répond à des lois discrètes, souvent totalement invisibles à ceux qui ne savent pas encore regarder. Le plus étonnant, c'est que ces règles opèrent en silence, sans bruit, sans dramatisation, sans spectacle. Elles influencent pourtant tout. La manière dont les gens nous perçoivent, les décisions qu'ils prennent à notre sujet, les cercles auxquels nous avons accès, les ressources qui circulent autour de nous ou nous échappent, les chemins qui s'ouvrent et ceux qui se referment. Elles déterminent notre rapport à l'argent, aux autres, à nous-mêmes. Et lorsque l'on en prend conscience, quelque chose se transforme profondément. On cesse de forcer, de se battre contre les murs, de confondre agitation et progression. On commence à jouer autrement, plus calmement, plus lucidement, avec une sorte de finesse intérieure que les autres ne comprennent pas toujours, mais qui devient une force tranquille, inébranlable. Je ne prétends pas détenir des vérités absolues, je ne suis qu'un chercheur de lumière, comme toi peut-être. Mais ce que j'ai découvert, et que je partage ici avec humilité, c'est que la vie sociale et la vie financière ne sont pas des océans chaotiques. Elles sont des systèmes, et dans chaque système, il existe des règles, certaines visibles, d'autres secrètes, certaines enseignées, d'autres transmises uniquement par ceux qui savent observer. Et une fois que tu commences à maîtriser ces règles, tu ne marches plus dans le brouillard. Tu avances avec une boussole intérieure, une clarté nouvelle, une sagesse silencieuse mais puissante. Dans les pages qui suivent, nous allons explorer ces lois cachées, pas avec froid intellect ou arrogance analytique, mais avec la douceur d'un voyage intérieur, la profondeur d'une quête de sens, la lumière d'une connaissance qui transforme réellement la manière de vivre.
Nous allons plonger dans les mécanismes invisibles qui façonnent les relations humaines, les dynamiques sociales, les comportements financiers, les réussites subtiles et les échecs silencieux. Nous allons comprendre comment le monde fonctionne vraiment, au-delà des apparences, et comment toi aussi tu peux naviguer dans ce système avec intelligence, sagesse et lucidité. Et maintenant, nous pouvons entrer ensemble dans la première grande porte de ce voyage. Les architectures invisibles du pouvoir social, rien n'est plus étrange que la manière dont les êtres humains interagissent entre eux, rien n'est plus mystérieux que les dynamiques silencieuses qui traversent les groupes, les communautés, les familles, les organisations. À la surface, tout semble simple, des paroles, des gestes, des décisions, des sympathies et des conflits. Mais juste sous cette surface, un autre monde se déploie, un monde fait de normes invisibles, d'attentes tacites, de signaux subtils, de jeux silencieux que chacun joue sans le savoir. Et ceux qui parviennent un jour à voir cette structure secrète ressentent une sorte d'étrange vertige, celui de comprendre enfin pourquoi certains avancent dans la vie avec facilité, tandis que d'autres, pourtant sincères et talentueux, restent enfermés dans des cercles qui les empêchent d'évoluer. Le pouvoir social n'a jamais été quelque chose de bruyant. Ceux qui l'incarnent réellement ne prétendent rien, ne forcent rien, ne s'agitent jamais. Leur influence naît d'une compréhension profonde des architectures humaines, de cette géométrie sociale que la plupart ignorent. Comme un musicien qui entend des harmonies que les autres perçoivent à peine, ces individus savent lire les signaux, ressentir les attentes, percevoir les tensions, deviner les règles tacites qui façonnent chaque interaction. Leur pouvoir ne vient pas du statut, ni de la richesse, ni même du charisme au sens classique du terme. Il vient de cette capacité rare, voir ce que les autres ne voient pas. Chaque groupe humain, qu'il soit petit ou immense, fonctionne comme une sorte de maison invisible. À l'entrée, une porte que seuls certains remarquent. À l'intérieur, des pièces où chacun occupe une place déterminée par son rôle, son énergie, son histoire et son comportement. Des escaliers secrets, des couloirs dissimulés, des fenêtres donnant sur des opportunités et parfois des murs transparents qui laissent croire à la liberté alors qu'ils enferment silencieusement. Et le plus fascinant dans cette maison invisible, c'est que personne n'en a le plan officiel. Pourtant, tout le monde y circule, parfois en trouvant les passages cachés, parfois en se cognant sans cesse contre des parois qu'il ne comprend pas. Un simple exemple, lors d'une discussion entre plusieurs personnes, certaines phrases ne sont pas seulement des mots, elles sont des signaux. Elles indiquent un statut, une intention, un alignement, un refus, une ouverture, un test. Une question apparemment neutre peut être un rituel d'intégration, un silence peut être une affirmation, un sourire peut être un pacte tacite, une attitude neutre peut être perçue comme un défi. Et ceux qui sentent intuitivement ces nuances avancent comme des navigateurs experts dans un océan d'émotions et de perceptions. Les autres, eux, rament dans la brume, croyant que les vagues sont personnelles, alors qu'elles ne sont que les mouvements naturels du système social. L'un des aspects les plus surprenants de cette architecture invisible est la manière dont les attentes façonnent le comportement humain. Chaque groupe a ses codes, ses normes, ses rites. Certains sont explicites. Arriver à l'heure, respecter un supérieur, suivre une règle écrite, mais la grande majorité est implicite. La manière de se tenir, de formuler une idée, de montrer ou non une émotion, de prendre ou non l'initiative, de manifester sa présence sans agressivité ni effacement. Quand tu apprends à ressentir ces attentes silencieuses, quelque chose s'ouvre en toi. Tu comprends que les humains ne réagissent presque jamais à ce que tu dis, mais à ce que tu représentes dans la structure du groupe. Ils réagissent à ta place dans le système, à ton rôle, à ton énergie, à ton histoire perçue, à la manière dont tu modifies ou stabilises l'équilibre social. Et quand tu modifies volontairement l'architecture autour de toi par ton attitude, tu changes littéralement ton influence. La plupart des gens avancent en croyant que les relations sont des échanges directs. Un mot entraîne une réponse, une action provoque une réaction. En réalité, chaque interaction est comme un fil dans un tissu beaucoup plus vaste.
Un mot touche des normes, une décision active des attentes, une présence déclenche des équilibres et des déséquilibres subtils. Une simple métaphore permet de comprendre cela. Imagine un lac parfaitement calme. Si tu jettes un petit caillou au centre, la surface se trouble selon des cercles proportionnels à l'impact. Mais si ce même caillou tombe dans un lac où vivent des poissons sensibles, des plantes fragiles, des courants cachés, le même geste crée des réactions bien plus complexes, imprévisibles, interconnectées. Dans la société, les humains sont ces éléments invisibles du lac. Le moindre mouvement produit 1000 répercussions silencieuses. De là naît une vérité essentielle. Comprendre les architectures invisibles du pouvoir social, c'est comprendre que personne n'est isolé. Chaque décision, chaque mot, chaque attitude s'inscrit dans un système. Ce système peut porter ou ralentir, ouvrir ou fermer, amplifier ou étouffer. Ceux qui comprennent cela n'agissent jamais avec brusquerie. Ils ne cherchent pas à dominer en écrasant, ni à convaincre en imposant. Leur influence vient d'une danse délicate entre ce qu'ils sont et ce que le groupe est prêt à accepter. Ils savent quand parler et quand se taire, quand entrer et quand se retirer, quand proposer et quand observer. Leur force est douce, mais immobile comme une montagne. Elle ne force rien, mais elle attire tout. Dans les univers sociaux les plus complexes, le monde de la politique, de l'entreprise, des élites culturelles ou financières, cette capacité est considérée comme une forme d'intelligence supérieure. Pas l'intelligence analytique ou académique, mais une intelligence relationnelle profonde, presque intuitive. Ceux qui en sont dépourvus s'épuisent, ils travaillent plus que les autres, s'impliquent davantage, espèrent être reconnus pour leurs efforts. Mais dans le monde social, l'effort brut n'a jamais été la clé. C'est la compréhension du jeu qui ouvre les portes. Dans chaque espace, il y a des maîtres du langage invisible. Ils voient les alliances avant qu'elles ne naissent. Ils ressentent les tensions avant qu'elles n'éclatent. Ils anticipent les réactions avant qu'elles ne soient pensées. Cela ressemble parfois à de la magie, mais ce n'est que la maîtrise de l'invisible. Certains individus, même sans formation particulière, développent cette sensibilité naturellement. Ils lisent les émotions comme d'autres lisent un livre. Ils sentent les non-dits comme des vibrations. Ils comprennent les hiérarchies tacites sans qu'on les leur explique. Leur présence seule modifie les dynamiques d'un groupe. Un peu comme une pierre précieuse posée sur une table, modifie immédiatement la perception de tout ce qui l'entoure, alors même qu'elle ne bouge pas. Ce genre de pouvoir n'a rien d'agressif. Il est subtil, silencieux, profond. Il vient d'une compréhension intime des structures sociales cachées. D'autres doivent apprendre. Et cette bonne nouvelle transforme tout. Ce pouvoir se développe. Chaque humain peut apprendre à voir l'invisible, à détecter ce qui se joue réellement, derrière les masques, derrière les mots, derrière les apparences, à sentir la géométrie subtile d'un groupe, à reconnaître les signaux faibles, à anticiper ce qui ne sera jamais dit. Cela demande de la présence, de l'attention, de l'écoute. Cela demande aussi une certaine humilité, reconnaître que la logique visible n'est jamais la plus importante. Une métaphore permet de saisir cette idée avec force. Imagine un arbre majestueux. À la surface, tu ne vois que le tronc, les branches, les feuilles. Mais sous la terre, un réseau immense de racines s'étend dans toutes les directions, cherchant l'eau, échangeant des nutriments, communiquant avec d'autres arbres. Ce réseau souterrain est ce qui permet à l'arbre de vivre, de grandir, de résister aux tempêtes. Le pouvoir social fonctionne exactement de cette manière. Les paroles et les gestes visibles sont le tronc et les branches. Les règles tacites, les attentes silencieuses, les dynamiques subtiles sont les racines. Tant que tu n'as vu que le tronc, tu ne peux pas comprendre l'arbre. Tant que tu n'as vu que les comportements visibles, tu ne peux pas comprendre les humains. Une fois cette compréhension intégrée, la vie change profondément. Tu ne te sens plus rejeté sans raison, car tu vois les tensions invisibles qui expliquent les comportements. Tu ne cherches plus désespérément à plaire, car tu comprends ce que le groupe attend réellement, et parfois ce qu'il ne peut pas accepter, quoi que tu fasses. Tu ne gaspilles plus ton énergie à te battre contre des portes fermées, car tu apprends à trouver les portes invisibles qui s'ouvrent seulement à ceux qui les remarquent. Tu ne demandes plus « pourquoi moi ?» quand quelque chose ne fonctionne pas. Tu observes simplement le système.
Et tu découvres alors que chaque obstacle a une logique, chaque refus une signification, chaque opportunité une place déterminée. Le pouvoir social ne consiste pas à manipuler les autres, il consiste à comprendre le fonctionnement du monde humain pour mieux y circuler. Ce savoir n'est pas une arme, c'est une lumière douce, intérieure, qui transforme la manière dont tu perçois les interactions, dont tu interagis toi-même, dont tu prends ta place. Ceux qui possèdent cette lumière ne sont pas forcément les plus bruyants, ni les plus visibles, ni même les plus charismatiques, mais ils deviennent incontournables. Comme un point d'équilibre dans un système, ils stabilisent, apaisent, orientent. Et lorsque tu commenceras à percevoir ces architectures invisibles, une chose étrange se produira. Tu te sentiras moins perdu, moins en réaction, moins dépendant du regard des autres. Tu commenceras à sentir sourdre en toi une force intérieure nouvelle, une force silencieuse mais étrangement solide, une force qui vient de la clarté. C'est là le véritable pouvoir social, non pas imposer mais comprendre, non pas se battre mais voir, non pas séduire mais exister pleinement dans la vérité de ce qui est. Ainsi commence la maîtrise du jeu social, par l'apprentissage de l'invisible, et à partir de ce moment, tu n'avances plus au hasard. Tu avances avec un savoir que très peu possèdent, mais qui transforme tout. La dynamique des relations humaines, force, influence, attracteur. Rien n'est plus mystérieux, plus fascinant, plus déterminant dans une vie humaine que la manière dont les relations se tissent, se renforcent, se brisent ou s'orientent. À chaque instant, nous sommes entourés de forces invisibles qui nous attirent, nous repoussent, nous guident ou nous détournent, comme si une gravité sociale façonnait nos trajectoires. Et même si la plupart des gens vivent ces mouvements relationnels en pensant qu'ils sont le fruit du hasard, d'une intuition ou d'un simple feeling, ceux qui prennent le temps de les observer découvrent qu'ils sont régis par des lois très précises, parfois subtiles, mais toujours puissantes. Ces lois créent une dynamique profonde entre les êtres humains, une danse silencieuse où chacun influence et se laisse influencer, où chacun devient, sans le savoir, un attracteur ou un repoussoir, un aimant ou une ombre, une force ou un poids. Au cœur de cette dynamique se trouve une vérité que peu de gens reconnaissent. Les relations humaines ne reposent jamais uniquement sur les mots. Ce sont les présences qui dialoguent, les énergies qui se répondent, les histoires intérieures qui se rencontrent. Deux personnes peuvent parler pendant 1 heure sans vraiment communiquer, tandis que 2 autres échangent 3 phrases et créent un lien solide. Ce n'est pas la quantité d'interactions qui transforme une relation, mais la qualité vibrante de la présence de chacun. Certaines présences inspirent, apaisent, attirent, stimulent, d'autres fatiguent, étouffent, refroidissent, menacent. Avant même que nous ouvrions la bouche, quelque chose en nous a déjà parlé. Dans les groupes humains, cette dynamique devient encore plus complexe. Chaque individu porte avec lui une réputation, parfois construite consciemment, souvent héritée inconsciemment. La réputation n'est pas l'image que nous avons de nous-mêmes, c'est l'image que les autres ont créée à partir de nos comportements observés, de nos énergies ressenties, de nos réactions répétées. Elle agit comme une sorte de champ magnétique. Une personne perçue comme fiable attire la confiance sans effort. Une personne perçue comme instable, même involontairement, repousse les opportunités sans comprendre pourquoi. Et ce n'est pas une question de justice ou d'injustice, c'est une loi sociale ancienne, inscrite profondément dans la logique humaine. Nous cherchons la sécurité, la cohérence, la stabilité, et nous nous orientons naturellement vers ceux qui dégagent ces signaux. Les alliances jouent elles aussi un rôle déterminant. Une alliance n'est pas seulement une amitié ou une collaboration. C'est une convergence d'énergie, d'intérêts, de visions, parfois même de destin. Une alliance peut être puissante même si elle n'est pas officielle. 2 personnes qui se reconnaissent intimement, même en silence, deviennent des forces qui se soutiennent mutuellement. À l'inverse, une relation fragile, désalignée ou remplie d'ambiguïté devient une fuite d'énergie, une tension constante, un nœud qui empêche la fluidité naturelle du réseau social. Quand tu choisis tes alliances avec conscience, tu changes ta vie entière. Tu commences à t'entourer de personnes qui ne te tirent pas vers le bas,
mais t'élève, te réveille, t'inspire. Tu deviens toi-même un meilleur attracteur. Une chose que j'ai apprise un jour, presque par accident, a bouleversé ma manière de comprendre les relations. L'autorité invisible ne vient pas du statut, mais de l'état intérieur. Une personne intérieurement alignée, stable, claire, cohérente, exerce une autorité naturelle. Elle n'a pas besoin de hausser la voix, ni de s'imposer, ni de contrôler. Sa présence seule rassure ou guide. C'est une forme d'autorité qui ne s'achète pas, ne se simule pas, ne se décrète pas. Elle se ressent. Ceux qui l'ont comprennent rarement eux-mêmes d'où elle vient. Ceux qui ne l'ont pas la cherchent désespérément à travers des artifices, des postures, des performances. Mais l'autorité véritable naît du calme intérieur, de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Une personne cohérente attire naturellement le respect. Une personne incohérente le perd, même si elle est brillante. Cette dynamique relationnelle se manifeste dans chaque interaction. Parfois, un simple regard suffit pour établir un rapport de force, une complicité ou une distance. Parfois, un silence en dit plus qu'une phrase. Parfois, une micro-expression révèle une vérité que les mots tentent de cacher. Dans la plupart des cas, l'humain ne perçoit qu'une partie de ces signaux. Mais son subconscient, lui, perçoit tout. Et c'est cette perception silencieuse qui guide la majorité de nos réactions. C'est pourquoi un environnement social peut sembler parfois lourd, parfois léger, parfois chaotique, parfois harmonieux. Ce n'est pas le décor qui change, ce sont les forces invisibles qui circulent entre les individus. Un détail fascinant réside dans la manière dont certaines personnes deviennent des attracteurs puissants. Elles peuvent attirer l'écoute, l'admiration, l'attention, le soutien, sans faire le moindre effort spectaculaire. Elles ne forcent rien. Elles rayonnent quelque chose. Leur énergie est organisée, calme, ancrée, ouverte. Elles ne cherchent pas à plaire. Elles existent pleinement. Et cette plénitude intérieure attire naturellement. À l'inverse, ceux qui cherchent désespérément à être aimés, respectés ou reconnus projettent une tension qui crée l'effet inverse. Le besoin effraie, l'ancrage rassure. Je me souviens d'un moment particulier de ma vie où j'ai senti cette vérité de manière brutale. J'étais entouré de gens, mais intérieurement je doutais. Je me sentais fragile, presque dispersé. À chaque interaction, j'avais l'impression que quelque chose m'échappait, que les conversations glissaient, que les relations ne prenaient pas. Une personne m'a alors dit une phrase simple, « Tu n'es pas vraiment là ». Ce jour-là, j'ai compris que la dynamique relationnelle commence avant les mots. Elle commence dans l'être. Si je ne suis pas aligné, je ne peux pas attirer l'alignement. Si je suis dispersé, les relations autour de moi deviennent floues. Si je suis présent, les autres deviennent naturellement présents. Cette petite confidence pourrait sembler personnelle, mais elle porte une vérité universelle. Chacun projette précisément ce qu'il ressent intérieurement. Les autres perçoivent ce que nous cachons souvent même à nous-mêmes. Une personne qui porte une faille profonde attire inconsciemment des relations qui exploitent cette faille. Une personne qui porte une force profonde attire des relations qui respectent cette force. C'est pour cela que les relations ne sont pas seulement un terrain d'échange, ce sont des miroirs. Elles révèlent notre état intérieur. Elles révèlent notre cohérence ou notre fragilité. Elles révèlent nos blessures et nos puissances. Elles révèlent ce que nous devons apprendre. Le jeu des influences commence à partir de là. Tu influences les autres, non pas par tes intentions, mais par ton énergie. Tu es influencé non pas par leurs paroles, mais par leur présence. Tu te rapproches de certains êtres comme attiré par une gravité douce, et tu t'éloignes d'autres comme repoussé par un champ électrique invisible. Ce n'est pas rationnel, c'est biologique, psychologique, spirituel. Et apprendre à reconnaître ces mouvements naturels change toute ta manière de naviguer dans le monde humain. Un autre point essentiel réside dans le rôle des attracteurs sociaux, ces personnes ou ces énergies qui créent autour d'elles un champ dans lequel d'autres gravitent. Dans une famille, il y en a toujours un. Dans un groupe d'amis, il y en a un. Dans une entreprise, dans un projet, dans une société, il y en a un. Parfois, l'attracteur est visible, charismatique, reconnu,
admiré. Parfois, il est discret, une personne calme dont tout le monde sollicite l'avis, sans vraiment se rendre compte qu'elle est le véritable centre de gravité du groupe. Les attracteurs ne s'imposent jamais. Ils deviennent naturellement des points de référence. Comprendre cela permet de jouer le jeu relationnel avec sagesse. Tu apprendras à sentir dans chaque groupe qui influence vraiment, qui stabilise, qui perturbe, qui inspire. Tu apprendras à devenir toi-même un attracteur, non pas en forçant, mais en te transformant intérieurement. Tu apprendras à choisir tes alliances avec lucidité, à renforcer ta présence, à développer une réputation cohérente, à ouvrir un champ d'énergie qui attire ce qui te ressemble et repousse ce qui te détruit. Et à mesure que tu avanceras dans cette compréhension, tu sentiras quelque chose changer dans ta vie sociale. Tu ne seras plus perdu au milieu des interactions. Tu deviendras un être qui voit, qui ressent, qui comprend. Les forces relationnelles ne seront plus des brumes qui t'enveloppent, mais des courants que tu pourras traverser consciemment. Tu prendras ta place, non pas par ambition, mais par harmonie. Tu exercerais l'influence, non pas par stratégie, mais par naturel. Tu deviendras un aimant, un centre, un être aligné. Voilà le début de la maîtrise de la dynamique des relations humaines. Sentir les forces, reconnaître les influences, choisir ses attracteurs et devenir soi-même une force qui éclaire plutôt qu'une ombre qui cherche. Dans ce jeu humain, tout commence par la présence intérieure et tout change quand tu commences à la maîtriser. Le jeu financier, règles visibles et règles cachées. Comprendre le jeu financier demande un changement intérieur avant même d'être un apprentissage extérieur. On croit souvent que tout se joue sur les chiffres, les tableaux, les calculs et les lois de l'économie visible, mais la vérité était que l'argent ne circule jamais uniquement à travers des équations. Il circule à travers des croyances, des perceptions, des signaux, des dynamiques humaines, des peurs collectives et des visions individuelles. L'argent est une énergie, un langage, un miroir qui reflète la psychologie des masses autant que celle de l'individu qui le manipule. Et entrer dans ce jeu, c'est accepter de voir ce que la plupart des gens refusent de regarder, parce que cela remet en cause les récits rassurants dans lesquels ils ont grandi. Quand on observe le paysage financier, deux couches apparaissent clairement. La première, c'est celle que tout le monde voit. Les salaires, les prix, les billets, les comptes bancaires, les prêts, la bourse montrée à la télévision, les conseils classiques que l'on répète comme des mantras sans jamais les remettre en question. On nous montre cette couche-là parce qu'elle est rassurante. Elle donne l'impression que l'argent suit un ensemble de règles fixes, objectives et universelles. Elle permet à chacun de croire que s'il travaille, s'il économise, s'il fait ce qu'il faut, il finira par obtenir sa part. Et c'est vrai pour ceux qui jouent uniquement le niveau visible du jeu. Mais ce niveau visible ne représente qu'une infime fraction du système réel. Le deuxième niveau, celui que très peu osent explorer, est le niveau invisible. Les règles tacites, les stratégies silencieuses, les mécanismes psychologiques, les réseaux informels, les décisions prises dans les coulisses, les signaux que l'on envoie sans parler, les portes qui s'ouvrent parce qu'une réputation précède ou parce qu'une alliance discrète existe. Ce niveau-là n'est pas enseigné à l'école, car il repose sur des codes qui se transmettent entre initiés. Ce n'est pas qu'il soit secret comme un complot, c'est qu'il exige une sensibilité que beaucoup n'ont jamais développée. Et ceux qui comprennent ces règles invisibles paraissent toujours plus chanceux, plus intelligents ou plus puissants que les autres. Pourtant, ils ne font que jouer au jeu réel, tandis que la majorité joue à un jeu simulé. Dans la sphère financière, l'argent n'est jamais neutre. Il se dirige vers la clarté, vers la confiance, vers les systèmes bien construits. Il fuit le chaos intérieur, la précipitation, la peur et l'improvisation. C'est pour cela que deux personnes gagnant la même somme peuvent vivre des réalités opposées. L'une prospère et construit, l'autre s'endette ou stagne. L'argent amplifie l'état intérieur. Quand quelqu'un a une identité fragile, une vision floue ou une autodiscipline brisée, l'argent devient instable entre ses mains. Quand quelqu'un a une identité solide, un système intérieur structuré et une vision claire, l'argent devient un levier. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique profonde du jeu financier. L'un des aspects les plus fascinants du monde de la finance
est la manière dont les comportements de masse façonnent les tendances. Les marchés, qu'ils soient immobiliers, boursiers ou entrepreneuriaux, réagissent rarement à des données objectives. Ils réagissent à la psychologie collective, la peur, l'excitation, les rumeurs, les anticipations, les récits. Les grandes crises économiques ne naissent pas seulement de problèmes chiffrés, mais de panique sociale. Les bulles ne se forment pas uniquement parce qu'un actif augmente réellement en valeur, mais parce que les gens croient qu'il augmentera encore. Le jeu financier est un immense théâtre émotionnel déguisé en science exacte, et ceux qui comprennent cela n'ont pas besoin de prédire l'avenir, ils lisent les signaux humains. Les élites financières pensent différemment non pas parce qu'elles seraient plus intelligentes, mais parce qu'elles ne se limitent pas aux règles visibles. Elles comprennent que l'argent récompense la stratégie, pas l'effort. Elles savent que la valeur n'est pas un prix mais une perception. Elles savent que le vrai pouvoir financier ne vient pas d'un salaire mais de la construction d'actifs, idées, compétences rares, entreprises, propriétés, réseaux. Elles savent que la règle la plus importante, celle que l'on n'enseigne jamais à la majorité, c'est que l'argent circule toujours vers ceux qui ont compris comment en créer plutôt que comment en gagner. Une réalité rarement dite est que les riches ne pensent presque jamais en termes de coûts, mais en termes de retour. Ils n'achètent pas un objet, ils achètent une conséquence future. Ils ne dépensent pas, ils investissent, même lorsqu'ils ne font que s'offrir quelque chose. Ils évaluent l'impact à long terme plus que la sensation immédiate. C'est pour cela qu'ils construisent des systèmes pendant que d'autres recherchent des solutions rapides. Ils capitalisent sur le temps, cette ressource que la majorité gaspille. Dans le jeu financier, le temps n'est pas seulement un facteur, c'est une arme. En réfléchissant à la façon dont les masses gèrent l'argent, j'ai souvent ressenti une sorte de tristesse silencieuse. Pas un jugement, mais une constatation humaine. Je me souviens de moments où j'avais moi-même cette vision fragmentée de la finance. Je pensais qu'il fallait simplement travailler plus, économiser plus, éviter les erreurs, attendre patiemment. Je ne comprenais pas que l'argent répond à la structure mentale avant de répondre à la méthode. Je suivais les règles visibles et j'ignorais les règles cachées. Et un jour, la révélation m'a frappé. Tout ce que je croyais sur l'argent était un décor, et derrière ce décor se trouvait un autre monde, plus vaste, plus fluide, plus vivant. Cette prise de conscience a tout changé, non parce qu'elle m'a donné une méthode miraculeuse, mais parce qu'elle m'a donné une vision. Le véritable jeu financier repose sur 3 piliers invisibles: la perception, la stratégie et l'identité. La perception détermine comment les autres te voient, donc comment ils t'accordent confiance, opportunité, ressources. La stratégie détermine comment tu construis, comment tu multiplies, comment tu sécurises. Et l'identité, c'est la fondation. Si tu te vois comme quelqu'un qui subit, tu joueras toujours petit. Si tu te vois comme quelqu'un qui crée, l'argent devient un outil. Le monde financier ne te donnera jamais plus que ce que tu t'autorises à recevoir intérieurement. Le jeu visible appartient à tous. Le jeu caché appartient à ceux qui développent une sensibilité supérieure. Et comprendre cela, c'est entrer dans une nouvelle réalité, celle où l'argent n'est plus ce qui t'échappe, mais ce qui te répond. Le pouvoir personnel, capital social, capital émotionnel, capital spirituel. Rien n'est plus puissant que ce qu'une personne porte en elle, mais qu'elle ne voit pas encore. Quand on parle de richesse, la société regarde d'abord les comptes bancaires, les biens, les chiffres, les possessions matérielles. Pourtant, tout ce qui détermine réellement la réussite durable se trouve dans des dimensions bien plus profondes, presque invisibles: le capital social, le capital émotionnel et le capital spirituel. Ce sont ces 3 forces qui sculptent la trajectoire d'un individu, qui l'élèvent ou le condamnent, qui ouvrent ou ferment les portes, qui transforment les obstacles en opportunités ou les opportunités en illusions. Et comprendre cela, c'est comprendre que la valeur d'un être humain ne se mesure jamais en euros, en dollars ou en possessions, mais dans la qualité de son rayonnement intérieur. Le capital social est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de connaître du monde. Mais ce n'est pas la quantité des relations qui compte, c'est la densité des connexions. Ce capital-là est fait d'alliances, de confiance, de respect, de réputation,
d'énergie partagée, de présence qui rassure ou inspire. Le capital social, c'est cette force silencieuse qui te précède avant même que tu arrives dans une pièce. C'est cette impression que tu laisses dans le cœur des autres, cette mémoire émotionnelle qui fait de toi quelqu'un que l'on recommande, que l'on soutient, que l'on respecte. Une personne qui possède un capital social fort n'a pas besoin de mendier les opportunités. Elles se présentent à elle, attirées par une confiance collective qui s'est construite au fil du temps. Le capital émotionnel, quant à lui, est ce qui te permet de rester stable lorsque tout tremble, de rester clair lorsque tout se brouille, de rester aligné lorsque tout se disperse. C'est ta capacité à gérer tes tempêtes intérieures, à transformer les blessures en croissance, à revisiter les douleurs sans y habiter. Une personne riche émotionnellement n'est pas quelqu'un qui ne souffre jamais, mais quelqu'un qui sait naviguer à travers ses émotions sans se perdre. C'est ce capital-là qui te donne la force d'avancer lorsque la fatigue s'installe, lorsque les doutes deviennent bruyants, lorsque les résultats tardent. Le capital émotionnel est le véritable carburant de la persévérance. Sans lui, même les meilleures stratégies financières s'effondrent, car l'argent exige un esprit clair, une présence stable, une gestion subtile des impulsions et des peurs. Le capital spirituel représente un niveau encore plus intime. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la morale, ce n'est pas un dogme. C'est la sensation profonde de sens, de direction, de reliance. C'est la conviction intime que ta vie a une orientation, que tu participes à quelque chose de plus vaste que toi, que tes actions ne sont pas des gestes isolés, mais des fils dans une toile plus grande. Le capital spirituel, c'est ce qui te permet de rester debout dans les moments où tout semble vide. C'est cette lumière intérieure qui refuse de s'éteindre. C'est la part sacrée de toi-même, celle qui te rappelle que tu es plus que tes résultats, plus que tes échecs, plus que ce que les autres pensent de toi. Lorsque ce capital est solide, tu deviens impossible à briser, car même dans la chute, tu sens une direction. Dans le monde social et financier, ces trois capitaux sont infiniment plus déterminants que le capital matériel. L'argent amplifie ce que tu es déjà, mais ne crée jamais ce que tu n'as pas construit en toi. Une personne sans capital émotionnel se détruit lorsqu'elle accède à l'abondance, car elle n'a pas la structure intérieure pour la contenir. Une personne sans capital social isole sa réussite et finit par s'effondrer sous le poids du solitaire. Une personne sans capital spirituel cherche éternellement à combler un vide que rien de matériel ne pourra jamais remplir. L'argent, lorsqu'il arrive dans une vie fragile, amplifie la fragilité. Lorsqu'il arrive dans une vie alignée, il amplifie l'expansion. Le lien entre spiritualité et réussite financière est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Il ne s'agit pas de magie ou de loi mystique flottante, mais de cohérence interne. Lorsque quelqu'un vit en opposition avec son essence, son énergie se disperse. Ses décisions deviennent erratiques. Ses intentions se divisent. Son intuition se brouille. Mais lorsqu'il vit avec un minimum d'alignement intérieur, ses actions s'inscrivent dans une continuité naturelle. Il devient capable de dire non lorsque c'est nécessaire, de dire oui lorsque c'est juste, de créer sans pression, de recevoir sans honte, de donner sans se sacrifier. Cet équilibre produit une prospérité harmonieuse, celle qui vient sans forcer, sans lutter, sans compter chaque pas avec anxiété. Dans ma propre vie, j'ai traversé des périodes où je croyais que la force venait de l'extérieur. Je pensais que tout se jouait sur les opportunités, sur la chance, sur l'argent qui circule ou qui ne circule pas. Et un jour, en observant un moment de ma vie où j'avais tout extérieurement, mais où j'étais intérieurement vide, j'ai compris que la richesse matérielle n'est qu'un reflet. Sans richesse intérieure, elle devient fade, lourde, fragile. Cette prise de conscience m'a hanté d'abord, puis transformé. Elle m'a obligé à me regarder profondément, à reconstruire mes fondations, à comprendre mes propres ombres. Et c'est là que j'ai découvert ce que je possédais réellement. Mes relations, mon cœur, mon sens, ma lumière intérieure. Ce que j'avais négligé était en réalité ce qui me soutenait depuis le début. Une personne qui développe son capital social devient un aimant. Une personne qui développe son capital émotionnel devient une force tranquille,
Une personne qui développe son capital spirituel devient un phare. Ces trois capitaux créent une richesse qui ne peut ni disparaître ni être volée. Ils ouvrent les portes sociales, stabilisent la vie émotionnelle, élargissent la vision, attirent les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances. Ils donnent un sentiment de souveraineté intérieure que rien ne peut égaler, et c'est à ce moment-là que le jeu social et financier cesse d'être une lutte et devient une danse. Manœuvrer dans le système, stratégie, prudence, lucidité. Naviguer dans le monde social et financier demande une forme d'intelligence que l'école n'enseigne pas, une perception subtile des dynamiques humaines, une sensibilité aux signaux faibles, une capacité à lire ce que les autres ne voient pas, à entendre ce que personne ne dit, à comprendre ce qui se joue derrière les apparences. Ce n'est pas un jeu de ruse ou de manipulation, mais un art de lucidité. Ceux qui prospèrent vraiment sont ceux qui apprennent à se déplacer avec conscience dans cet espace complexe, non pas en combattant belliqueux, mais en marcheur éclairé. Ils comprennent que chaque environnement possède son propre langage, que chaque groupe humain obéit à un équilibre interne, que chaque décision sociale ou financière est une pièce sur un échiquier dont les règles sont visibles pour très peu. S'avancer dans ce jeu demande d'abord une posture intérieure, la vigilance douce, une attention calme, jamais paranoïaque, qui observe sans s'épuiser, qui écoute sans se perdre, qui ressent sans s'engloutir. Cette vigilance-là te protège des pièges, car le monde social et financier en regorge. Certains sont grossiers et évidents, d'autres sont d'une subtilité remarquable. Beaucoup se présentent sous la forme d'opportunités, comme si la vie te tendait la main, alors qu'ils ne sont que des mirages destinés à détourner ton énergie. Apprendre à reconnaître ces illusions demande du temps, mais surtout une sérénité intérieure. Quand l'âme est agitée, elle confond la lumière et les reflets. Quand l'âme est stable, elle distingue l'or du sable. Dans ce système, ceux qui réussissent ne courent pas partout, ils choisissent leur mouvement. Chaque action est décisive, chaque engagement est pesé, chaque alliance est réfléchie. La lucidité n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Sans elle, tu peux travailler dur pendant des années dans une direction qui ne t'appartient même pas, sacrifier ton énergie à des causes qui ne te donneront rien en retour, investir dans des relations qui s'effondreront au premier vent contraire. La lucidité n'est pas un scepticisme froid, mais une forme d'amour de soi, la volonté de ne pas se perdre dans les labyrinthes du monde. L'une des premières stratégies consiste à comprendre la géographie humaine autour de toi. Chaque individu occupe une position dans un réseau social, une posture, une dynamique, un rôle tacite. Certaines personnes amplifient ton énergie, d'autres la consomment. Certaines ouvrent les portes, d'autres les ferment sans même s'en rendre compte. Il ne s'agit pas de juger ou de catégoriser, mais d'observer la circulation de l'énergie. Lorsque tu entres dans un groupe, écoute les silencieux, observe les discrets, analyse les leaders naturels, identifie les personnes qui construisent et celles qui détruisent sans même avoir conscience de leur impact. Cette observation fine te donnera des repères pour savoir où investir ton temps, ta confiance, ta parole. Manœuvrer dans le système demande également de comprendre les temporalités. Le monde social et le monde financier ne fonctionnent pas avec la même vitesse. Dans le domaine social, la confiance se construit lentement, la réputation se confirme sur la durée, les alliances se tissent patiemment. Dans le domaine financier, certaines opportunités demandent une réaction rapide, une capacité à décider en quelques heures ou quelques minutes parfois, tandis que d'autres exigent une patience presque spirituelle. La sagesse consiste à sentir le rythme juste, réagir vite quand c'est le moment, attendre quand l'instant est immature, reculer lorsque l'énergie devient hostile. Ceux qui ignorent les temporalités se fatiguent inutilement ou agissent trop tard. Un autre aspect essentiel pour manœuvrer dans le système est la capacité à préserver son intégrité tout en étant stratégique. Beaucoup confondent stratégie et malhonnêteté, comme si penser de manière structurée était une forme de manipulation. Pourtant, la véritable stratégie est un art transparent, agir avec intention, alignement et clarté. La prudence n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. La lucidité n'est pas du cynisme, c'est de la maturité.
Naviguer dans ce monde implique parfois de dire non à des propositions séduisantes mais toxiques, de refuser des alliances avantageuses mais corrosives, de quitter des environnements où l'âme s'étouffe. Cette capacité de retrait est l'un des signes les plus élevés de puissance intérieure. Certaines personnes avancent dans la vie sans jamais comprendre les lois tacites qui régissent les interactions humaines ou les flux financiers. Elles prennent tout au premier degré, croient tout ce qu'on leur dit, confondent enthousiasme et crédibilité. La naïveté n'est pas une faiblesse, mais un manque de formation. Le problème n'est pas d'être bon, le problème est de l'être sans discernement. Dans le système social et financier, la bonté doit être armée de lucidité pour devenir une force plutôt qu'une blessure ouverte. Une personne bienveillante mais naïve devient une proie. Une personne bienveillante mais lucide devient une lumière. Chaque être humain évolue dans 3 cercles simultanément, le cercle des proches, le cercle professionnel et le cercle subtil, celui des regards, des réputations, des croyances que les autres projettent sur toi. Comprendre ce 3e cercle est crucial. Ce n'est pas de la manipulation que d'en tenir compte, c'est de l'hygiène sociale. Chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu poses, chaque décision que tu assumes crée une onde qui se propage bien au-delà de ton intention. Naviguer avec intelligence consiste à anticiper ces ondes, à comprendre comment tes actions façonnent la manière dont les autres te perçoivent et, par conséquent, comment ils interagiront avec toi. Le monde financier, quant à lui, comporte ses propres pièges. Certains sont anciens comme les promesses démesurées, les gains rapides, les offres trop belles pour être vraies. D'autres sont nouvelles, habillées de modernité, de technologie ou de jargon. Mais dans le fond, les pièges sont toujours les mêmes, jouer sur l'avidité, la peur, l'impatience. Celui qui navigue avec lucidité comprend que la finance est avant tout psychologique. Quand tout le monde a peur, l'opportunité naît. Quand tout le monde s'enthousiasme, le danger se cache. Cela ne signifie pas de faire l'inverse de la majorité par principe, mais de comprendre que les masses réagissent souvent de manière émotionnelle, tandis que ceux qui dominent le jeu avancent par analyse, par réalité, par stratégie. Une autre stratégie essentielle pour manœuvrer consiste à cultiver la discrétion. Dans un monde bruyant, la discrétion devient un super pouvoir. Ceux qui parlent trop s'exposent inutilement. Ceux qui dévoilent leurs projets avant qu'ils soient solides sabotent leur propre énergie. Ceux qui cherchent l'approbation perdent leur direction. La discrétion te permet d'avancer sans attirer l'attention des prédateurs sociaux ou financiers. Elle te protège des jalousies, des projections, des vols d'idées, des sabotages inconscients. Elle t'offre un espace intérieur où tes idées peuvent mûrir sans pression. La lucidité véritable n'est pas d'imaginer des ennemis, mais de comprendre les dynamiques. Le monde n'est ni contre toi ni pour toi. Il est simplement en mouvement. À toi d'apprendre à lire ce mouvement, comme un marin lit les courants, comme un voyageur lit les étoiles, comme un sage lit les visages. Naviguer dans le système ne demande pas d'être le plus fort ou le plus rapide, mais d'être le plus conscient. La conscience transforme ton rapport au monde. Tu deviens moins réactif, plus intentionnel, plus stable. Et cette stabilité attire naturellement les bonnes interactions et les bonnes opportunités. Ce chapitre n'a pas pour but de te rendre méfiant, mais éveillé. Le but n'est pas de te pousser à jouer un rôle, mais à voir clairement. Le monde social et financier n'est pas un champ de bataille, mais un océan. Certains y coulent par ignorance, d'autres s'y perdent par agitation, quelques-uns y nagent par instinct, mais ceux qui comprennent les courants finissent par naviguer avec élégance et puissance. Et cette élégance intérieure, cette lucidité douce et cette prudence sereine sont les plus grandes stratégies que tu puisses posséder. Devenir un joueur maître, sagesse, prospérité, croissance intérieure. Être maître de sa vie ne signifie pas contrôler chaque aspect de l'existence, mais apprendre à avancer avec une conscience telle que même l'imprévu devient un terrain fertile. Le joueur maître n'est pas un être parfait ni invincible. Il est celui qui a compris la nature du jeu et qui, au lieu de lutter contre les règles, apprend à les transcender. La sagesse qu'il incarne n'est pas celle des vieux livres poussiéreux, mais celle d'une présence éveillée, d'un esprit qui voit, qui sent, qui comprend, à un niveau où la vie devient un dialogue plutôt qu'un combat.
La prospérité qui l'attire n'est pas un simple cumul d'argent, mais un rayonnement, une abondance intérieure qui se matérialise dans tous les domaines. La croissance qu'il vit n'est pas une course, mais un élargissement, une ouverture lumineuse qui fait de chaque étape un nouveau degré de maîtrise. Le chemin vers cette maîtrise commence par une transformation de la perception. Beaucoup traversent leur vie en spectateurs, vivant les événements comme s'ils étaient imposés par une force extérieure, en oubliant qu'ils détiennent pourtant le pouvoir de remodeler leur relation au monde. Le joueur maître est celui qui cesse de réagir et commence à répondre, celui qui cesse d'être ballotté et apprend à se positionner, celui qui cesse d'être prisonnier des attentes extérieures et choisit d'habiter entièrement son axe intérieur. Cette différence subtile modifie tout. Elle donne une profondeur à chaque geste, une intention à chaque choix, une direction à chaque mouvement. C'est ainsi que l'existence commence à prendre une cohérence que beaucoup n'atteignent jamais. La sagesse qui naît de ce processus est une sagesse consciente, incarnée, vivante. Elle ne flotte pas quelque part dans la tête, elle descend dans le cœur, dans le souffle, dans les actes quotidiens. Le joueur maître comprend qu'il est impossible d'avancer sans se connaître réellement. Il plonge dans ses ombres, non pour s'y perdre, mais pour les illuminer. Il observe ses réactions, ses peurs, ses désirs, ses habitudes, non pour se juger, mais pour les transformer en levier d'évolution. Il se regarde avec honnêteté, avec douceur, avec courage, et en agissant ainsi, il se libère progressivement de cette énergie interne qui sabote, de ces voix invisibles qui répètent les blessures du passé, de ces réflexes qui empêchent la grandeur de se déployer. La maîtrise commence toujours par l'intérieur. La prospérité, dans ce cadre, n'est jamais considérée comme un but isolé. Elle est une conséquence naturelle d'une posture intérieure alignée. Lorsque l'esprit se clarifie, l'énergie se stabilise. Lorsque l'énergie se stabilise, les actions deviennent cohérentes. Lorsque les actions deviennent cohérentes, les résultats suivent. Trop de personnes veulent récolter sans préparer la terre. Le joueur maître, lui, comprend que la prospérité est un état avant d'être une manifestation. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais une question de flux, flux d'idées, flux d'opportunités, flux de relations, flux de paix intérieure. Lorsqu'un être entre dans cet état, la vie commence à lui répondre de manière différente, comme si une porte s'ouvrait doucement devant lui. La croissance intérieure, quant à elle, ne se mesure pas par des accomplissements extérieurs, mais par la façon dont l'être se transforme de l'intérieur. Grandir ne signifie pas accumuler, mais élargir sa présence. Devenir plus vaste en conscience, plus solide en dignité, plus ancré dans la vérité de son existence. Le joueur maître ressent cette expansion. Il sent que chaque difficulté le sculpte, que chaque succès l'affine, que chaque rencontre l'enrichit, que chaque silence le renforce. Il cesse d'attendre des circonstances idéales pour avancer, car il comprend que les circonstances idéales n'existent pas. Il transforme ce qu'il traverse pour en faire un matériau de croissance. Ce n'est pas la vie qui le forge, c'est sa manière de rencontrer la vie. Devenir maître ne signifie pas dominer les autres. Cela signifie dominer ses impulsions, ses illusions, ses peurs, ses attachements. Cela signifie ajuster constamment son axe intérieur, comme un danseur ajuste son équilibre, comme un archer ajuste la tension de son arc, comme un voyageur ajuste son orientation. Le joueur maître demeure flexible dans les formes, mais inébranlable dans le fond. Il sait s'adapter sans se trahir. Il sait écouter sans se perdre. Il sait avancer sans s'agiter. Cette combinaison rare crée une aura particulière, un rayonnement qui attire à lui des personnes, des opportunités et des synchronicités que d'autres appellent chance, alors qu'il ne s'agit que d'harmonie. Cette maîtrise comprend également une relation profonde avec le silence intérieur. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'opinions, de comparaisons, trouver un espace de silence en soi devient un acte de puissance. Le joueur maître utilise ce silence comme un instrument de précision. Il s'y replie pour sentir la vérité de ses envies, pour entendre les directives de son intuition, pour purifier son esprit des influences extérieures. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence vibrante. C'est là que s'élabore la vision,
que se dessinent les trajectoires, que se clarifient les priorités. C'est là que la vie devient lisible. À mesure que cet être grandit, le monde extérieur commence à changer. Non pas parce que les autres se transforment, mais parce qu'ils n'attirent plus les mêmes énergies qu'avant. Les relations deviennent plus justes, plus profondes, plus harmonieuses. Les opportunités deviennent plus alignées et plus porteuses. Les décisions deviennent moins douloureuses, car elles ne sont plus prises sous la pression mais sous la guidance intérieure. Le joueur maître n'avance plus dans la peur de manquer ou de perdre, il avance dans la conscience de ce qu'il vient créer. Cela change tout dans son rapport au temps, à l'argent, au travail, aux relations, à la destinée. Cette maîtrise s'accompagne d'une forme de paix étrange et puissante. Non pas une paix naïve qui ignore les difficultés, mais une paix mature qui sait affronter sans trembler. Une paix qui ne nie pas le chaos du monde, mais qui choisit de ne pas le laisser pénétrer l'âme. Lorsque cette paix apparaît, l'être cesse de s'épuiser inutilement. Il utilise moins de force pour obtenir plus de résultats. Il se libère des combats inutiles, des discussions stériles, des conflits énergivores. Sa vie s'épure, l'essentiel émerge, et dans cet essentiel, la prospérité grandit presque naturellement. Le joueur maître comprend alors que son rôle n'est pas seulement individuel. En s'élevant, il devient un repère pour les autres, non par autorité, mais par présence. Sa lumière éclaire sans intention d'éclairer, ses choix inspirent sans intention d'enseigner, son parcours encourage sans intention de convaincre. Sa simple manière d'être crée une atmosphère où les autres sentent qu'ils peuvent, eux aussi, devenir plus grands. La maîtrise devient un don tranquille au monde. Le sommet de ce chemin n'est pas un triomphe extérieur, mais un alignement intérieur, être exactement à sa place, dans sa vérité, dans son axe, dans sa puissance calme. À partir de cet état, la vie devient une danse consciente, une création continue, une exploration infinie. Le joueur maître ne cherche plus à gagner contre les autres, mais à co-créer avec la vie. Il ne cherche plus à accumuler, mais à rayonner. Il ne cherche plus à impressionner, mais à s'élever. Et c'est dans cette élévation que se trouve la véritable victoire, celle d'un être qui a compris que la sagesse est la clé, que la prospérité est un reflet, et que la croissance intérieure est le véritable chemin vers la maîtrise. La traversée que nous venons de faire ensemble ressemble à un lent lever de soleil intérieur. À mesure que chaque chapitre se dévoilait, une vérité profonde apparaissait sous des formes différentes, comme un visage éclairé par des angles multiples. Le monde social et financier n'est pas un chaos, mais un tissu cohérent, chargé de lois silencieuses, de signaux subtils, de mouvements presque spirituels. Et ce voyage n'avait qu'un but, réveiller en toi la conscience que tu n'es pas un passager dans ce monde, mais un joueur, un créateur, un être capable de lire les lignes invisibles et d'en tracer de nouvelles. Quand on comprend les règles cachées du jeu humain, on se rend compte que la vie n'a jamais été contre nous. Elle attend simplement que nous apprenions à lire son langage. Et ce langage, c'est celui des dynamiques sociales, de la réputation, de l'influence, de la présence. C'est celui de la finance qui n'est pas seulement un continent chiffré, mais une énergie, une vibration collective, un champ d'intention et de comportement. C'est celui du pouvoir personnel, ce trésor silencieux que chacun porte en soi sans toujours en prendre la mesure. Tout au long de ces pages, une question t'a peut-être traversé l'esprit. Pourquoi ces règles ne sont-elles pas enseignées clairement dès notre enfance? Pourquoi doit-on apprendre si tard ce qui conditionne tant notre vie? Peut-être parce que le monde est construit ainsi, les véritables lois se transmettent à ceux qui cherchent, à ceux qui osent regarder derrière le décor. Elles ne sont jamais données à ceux qui restent à la surface. Et maintenant que tu en as franchi les portes, quelque chose en toi a déjà changé. Tu n'observes plus le monde depuis le bord, tu commences à en traverser le cœur. On pourrait croire que devenir maître dans ce jeu est une affaire de ruse, d'agressivité ou de domination. Mais la sagesse profonde dit tout le contraire. Ce livre t'a montré que le pouvoir véritable est calme, doux, aligné. Que l'influence ne naît pas du bruit, mais de la cohérence intérieure.
que la prospérité n'est pas la victoire d'un ego sur un autre, mais l'expansion tranquille d'un être qui a compris sa propre valeur. Le chemin social et financier n'est donc pas séparé du chemin spirituel. Ils avancent ensemble, comme deux rivières qui se rejoignent pour former un courant unique. La réussite extérieure n'a de sens que lorsqu'elle reflète une croissance intérieure. Et la croissance intérieure prend de la force lorsqu'elle s'incarne dans des actes, des choix, une stratégie consciente. Alors au moment où nous refermons cette œuvre, je te laisse avec une image, celle de toi-même, avançant dans un monde qui cesse d'être un labyrinthe et devient une carte que tu peux lire, interpréter, transformer. Une carte où chaque relation est une opportunité d'expansion, où chaque mouvement financier est une conversation énergétique, où chaque pas que tu fais résonne avec ta sagesse la plus profonde. Peut-être que, comme moi autrefois, tu ressens un mélange étrange, de la puissance nouvelle, mais aussi un peu de fragilité, comme si l'on venait de te remettre une clé sacrée. C'est normal. La lucidité est un cadeau qui demande d'abord de la douceur. Tu n'as pas besoin d'appliquer tout d'un coup. Tu n'as pas besoin de devenir un maître demain matin. L'important, c'est de marcher, avec sincérité, vigilance, humilité, de laisser ce que tu as appris descendre doucement en toi, comme une lumière qui trouve sa place. Et chaque jour, sans bruit, ton regard changera. Ta posture changera, tes décisions changeront. Peu à peu, tu ne jouerais plus le jeu de la vie en aveugle, tu joueras en conscience. Et c'est ainsi que, sans forcer, tu deviendras un de ces êtres rares dont la présence seule fait bouger les lignes. Que la sagesse continue de t'accompagner, que la lumière guide tes pas, et que ton chemin social et financier devienne le prolongement naturel de ta grandeur intérieure. Le monde attend la version de toi qui sait. Et désormais, tu sais.